Revenons sur l'actualité que j'évoquais, les suites de la mort de Quentin, dont les obsèques ont été célébrées aujourd'hui dans la plus stricte intimité familiale. Et cette polémique politique qui n'en finit pas, qui ne cesse de gonfler avec la France insoumise, je disais, qui pousse tous les curseurs à fond, qui vraiment conflictualise absolument tous les débats autour de ces groupuscules que d'extrême gauche, en l'occurrence la Nouvelle Garde. Et ces mots de Mathilde Panot qui nous ont surpris lorsqu'elle dit sur son compte YouTube, voilà, qu'il ne s'agit pas de, en fait, de ne pas respecter les urnes. On n'acceptera pas le vote des urnes. Écoutons ce qu'elle dit exactement, parce qu'après on va nous reprocher d'avoir pas dit exactement. Écoutez ce qu'elle dit, puis on en débat ensuite. Moi, je dis merci aux antifascistes, car les antifascistes, et nous en sommes, nous, la France insoumise, nous sommes antifascistes. L'antifascisme, c'est d'abord la résistance au fascisme. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Et je ferai remarquer au président de la République et à monsieur Le Cornu que Marc Bloch, l'historien qu'ils veulent bientôt panthéoniser, était lui aussi antifasciste, que dans l'histoire de notre pays, le Front populaire s'est construit sur l'antifascisme et que donc l'antifascisme est d'abord la résistance au fascisme. Les mots sont clairs, il n'y a pas de débat, François. Il n'y a pas de débat. On dit on refusera le verdict des urnes. Ils ont anticipé le fait que le Rassemblement national gagne les élections présidentielles, en espérant peut-être être au deuxième tour éventuellement gagner. Enfin, ils anticipent cette solution et ça nous prépare 5 ans de fracture dans le pays, où l'extrême gauche ira nous expliquer que ceux qu'on est dans les urnes ne sont pas légitimes. C'est ça, pour préparer le retour après, enfin leur victoire potentielle 5 ans après. Mais ils le disent. L'extrême gauche. C'est pas une invention en fait. C'est pas une invention. Les urnes, quand ça ne va pas dans leur sens, on les oublie et on va se battre dans la rue contre ceux qui sont des fascistes. Nous n'accepterons jamais, dit-elle, François de Rugy. Oui. Ça ne fait pas réagir à l'Assemblée nationale en fait? Oui, voilà. Il n'y a pas une présidente qui pourrait dire quand même, la chef des députés insoumis prononce des paroles. Là, pour le coup, c'est pas pour décharger de sa responsabilité la présidente de l'Assemblée nationale, mais malheureusement, pour avoir été président de l'Assemblée nationale, je sais qu'on ne peut pas être responsable de tout ce qui est dit par les députés. Et par ailleurs, là, il y a quand même 75, je crois, enfin plus de 70 députés de la France insoumise actuellement à l'Assemblée nationale, et qui vocifèrent comme cela tout le temps. Alors, sur la forme, à la limite, on peut dire, peu importe, restons sur le fond, c'est-à-dire qu'ils tiennent ce genre de propos. N'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon, dès 2017, il perd l'élection présidentielle puisqu'il est éliminé dès le premier tour. Et il fait un bon score, mais il n'est pas au deuxième tour. Et en septembre 2017, il dit, voilà, bon, on a perdu les élections, mais c'est pas grave, maintenant ça se passe dans la rue. Il le dit dans un discours, d'ailleurs, dans une manifestation qu'il avait organisée dans la rue. Et il essaye, à chaque occasion qu'il peut, depuis 2017, d'appuyer là où ça fait et de créer des tensions. Et par ailleurs, sur son blog, il faut prendre le temps, si on dépasse la répulsion qu'on peut avoir avec le personnage, sur son blog, il théorise cela. C'est-à-dire qu'il dit, en s'inspirant de l'Amérique latine, vous savez qu'il est fasciné par l'Amérique latine, et il dit, en Amérique latine, bon, les peuples fâchés, vous savez, c'est sa fameuse expression, fâchés à cause de l'ultralibéralisme, tout ça, de la mondialisation, ils se tournent vers les fascistes. Alors pour lui, n'importe qui est de droite est fasciste, hein, ça commence très tôt, mais il se trompe et ensuite il se tourne vers la gauche radicale que nous incarnons. Et donc je pense que c'est presque ce qu'il espère pour la France. Et c'est donc quand même, quand on y pense, extrêmement grave de brutaliser comme ça la France. Naïma, attendez pas 12 ans, mais Naïma, Eric, vous aurez tout savoir. Je vous avoue que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un tollé depuis les propos de Madame Mathilde Panot, parce que clairement, elle met à mal la démocratie. C'est une attaque à la démocratie, à la République. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, que ça rejoint aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, François. C'est que vous avez dit, on a banalisé et finalement on accepte. Et comme ça vient d'eux, on accepte. Ça vient de LFI, on accepte. Ça passe. Et je dirais même, on accepte aussi de la part de la gauche. En fait, la gauche accepte, puisque la gauche a fait aussi le fameux front républicain. Il y a des municipales et des présidentielles à venir. Bien sûr. Eric Nolot. Nous n'accepterons jamais que le RN prenne légalement le pouvoir. C'est-à-dire, nous sommes opposés à la légalité. Mais moi, je m'époumonne à le dire.
il faut prendre au sérieux ce que déclare la France Insoumise. Monsieur Mélenchon a dit, nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus que des délais, je ne crois plus en gros à la démocratie, je crois à l'action révolutionnaire et à la subversion. Mais je cite mot pour mot. Mais voilà, nous avons un révolutionnaire subversif. Lui, les élections, c'est pas son truc. Il est sur un autre agenda, il est sur la Révolution française, il est sur l'Amérique du Sud, voilà. Ouais, l'anarchie, moi je disais tout à l'heure. Oui, ou le chaos. Dans tous les cas, ce n'est pas la République. Donc il ne faut pas s'étonner que les conséquences, eh bien, il y a eu comme ce drame qui concerne le petit Quentin, enfin, le jeune homme. Ouais, je veux dire, non mais imaginons. En fait, ce que je veux vous dire, excusez-moi, mais vous savez, moi j'ai une grande idée de la France. Hein. Bon, voilà, j'ai une grande idée de la France, de la démocratie, de la République. Moi, je suis un pur produit, notamment de cette gauche républicaine. Et vraiment, hein, j'en suis un peu revenue, mais je ne comprends pas qu'on accepte, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte l'inacceptable. Vous avez dit, monsieur de Rugy, que effectivement, la présidente de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Mais alors, dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Donc demain, il y aura la guerre civile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le fameux état de droit, aujourd'hui, est en faillite. Il y a une responsabilité claire. Il y a des élections municipales dans à peine plus de 2 semaines. C'est le premier tour. Au soir du premier tour, tout le monde le sait très bien, il y a des alliances qui peuvent se nouer ou pas pour le deuxième tour. Ça, c'est la loi, c'est la règle démocratique. Même s'ils ne l'aiment pas, évidemment, ils l'utilisent quand ça les arrange. Eh bien là, c'est clair. Qui fera alliance avec la France Insoumise? Alors certains l'ont déjà fait dès le premier tour, ça se voit pas trop, mais il y a déjà des villes où il y a des alliances de toute la gauche, y compris la France Insoumise. Mais il y a des endroits dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Rennes, etc., Bordeaux, où il y a des listes de la France Insoumise. Toulouse, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, à Toulouse, les sondages disent que la France Insoumise est créditée de plus de 20% des voix. 3e ville de France. Pourquoi le problème, c'est l'après et pas l'avant? Vous avez un parti qui vous dit je ne reconnais pas la légalité. Mais à ce moment-là, il y a une responsabilité claire des partis de gauche, le Parti Socialiste, les Verts. Est-ce que oui ou non, ils refusent clairement toute alliance au risque de perdre? Par exemple, à Toulouse, en effet, la gauche risque de perdre la ville qu'elle pourrait gagner. Eh bien, en tout cas, c'est une question qui devrait être posée sans cesse. En tout cas, et dès le soir, évidemment, des élections. Et là, c'est un premier rendez-vous. Et puis, le deuxième rendez-vous, c'est évidemment la présidentielle de 2027, parce que c'est quand même ça qui compte. C'est pas pour le coup, c'est pas que la présidente de l'Assemblée ou d'autres commente chaque propos, parce que vous voyez bien, on s'en sort pas. Et tous les jours, il y a des déclarations absolument ahurissantes de la France Insoumise. Mais en revanche, il y a un barrage qui soit fait au moment des élections. Par rapport à la mort de Quentin, on pouvait espérer un sursaut, mais moi je crains malheureusement qu'il y en ait d'autres. Imaginez le soir du deuxième tour de la présidentielle. Si, comme on peut le penser, compte tenu des sondages, le Rassemblement national gagne. Jean-Luc Mélenchon, il fait quoi le soir à la télé? Il appelle les gens à descendre dans la rue. Elle le dit, là, elle dit, on n'acceptera pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on descend dans la rue, physiquement, s'opposer au vote démocratique. Il se passe quoi, alors? Eh bien, écoutez. La guerre civile. Espérons que non, que ce scénario que nous décrivons ne se produira pas. On fait juste une petite pause, on se retrouve dans un instant. On sera avec le général Pierre de Villiers. On lui posera la question, que se passera-t-il dans ce cas de figure? On accueille Pierre de Villiers, général d'armée. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Pour le succès des armes de la France, c'est votre livre aux éditions Fayard, Chose vue. Il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on va évoquer avec vous ce soir, cette 5e année de guerre pour l'Ukraine, et puis la situation dans notre pays. On évoquait à l'instant les propos de certains élus de la France Insoumise après la mort du jeune Quentin. Est-ce que vous êtes choqué, surpris qu'une élue puisse dire qu'elle n'acceptera pas le verdict des urnes dans notre pays? Oui, la fracture sociale, on en parle depuis longtemps. Les fractures, il y a eu l'archipel français il y a quelques années qui décrivait tout ça, et ça s'accélère. Bien sûr. Et je suis frappé par la radicalisation de notre société. On dit que les jeunes se radicalisent. Oui, mais la société se radicalise. Et évidemment, la radicalisation se traduit par encore un peu plus de violence. Alors, nous, les militaires, on est des gens qui connaissons les dégâts de la violence, de la force non maîtrisée et de la guerre. Nous sommes des pacifiques. Donc, moi, j'appelle à la raison et à la paix dans notre société, à commencer par la paix des cœurs. Et la paix, le poisson pourrit par la tête. Donc, il faut que la classe politique donne l'exemple d'être à la fois sereine, avec des convictions, mais capable de parler avec, comment dire, modération. Bien sûr, mais vous savez parfaitement, la violence des mots entraîne la violence des actes. Oui. C'est consubstantiel.
Oui, bien sûr. Général de Villiers. On le voit bien. Et lorsque les mots dérapent, ça se termine toujours mal. Alors, cet épisode très malheureux de la mort de Quentin, c'est quand même un signal faible, mais qui est très fort. Parce que, au-delà de la détresse d'une famille, à laquelle je pense d'abord, parce que c'est dramatique, c'est un signe qu'on peut aller dans cette violence jusqu'à la mort pour des convictions idéologiques. Ça peut être le début d'une forme de guerre civile. Alors, moi je sais ce que c'est que la guerre, donc j'appelle à la paix et au respect de la loi et au respect de l'autorité, à la discipline, à l'ordre. Dans mon livre, je parle de l'ordre. Parce que nous sommes dans une situation extérieure très menaçante, très instable. Comment se défendre à l'extérieur lorsque l'on est fracturé à l'intérieur, sachant que les forts à l'extérieur s'attaqueront aux faibles à l'intérieur. Juste une précision, vous en appelez à la paix des cœurs, mais là on parlait de la paix des urnes. Normalement, dans une démocratie, une fois qu'on a voté, c'est terminé. Là, Mme Panot nous explique que non. Une fois qu'on a voté, s'ils perdent, eh bien, ce sera remis en cause par la rue. Il n'y a pas d'autre conclusion pareille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a franchi un cap, là ? Bien sûr, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On voit bien les échéances que nous avons devant nous. On voit bien les différentes hypothèses électorales. Ça veut dire que si ça ne plaît pas à un certain nombre de gens, eh bien, la manifestation ne sera pas pacifique, elle sera violente. Ce sera de la protestation, de la contestation des urnes. C'est une forme de fin de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple au travers des élections. C'est une forme de totalitarisme. Donc, je ne sais pas si ces personnes mesurent leurs propos, jusqu'où ils veulent aller. Mais s'ils mesurent leurs propos, c'est grave. Effectivement, c'est même très grave. Ça veut dire qu'il y a un scénario, on peut envisager que l'armée, pour le coup, soit obligée d'intervenir. Général Pierre de Villiers. L'armée n'est pas faite pour intervenir sur le territoire national. Les choses sont bien prévues. Ce sont les forces de sécurité intérieure, notamment la police et la gendarmerie, qui interviennent et qui maintiennent l'ordre. Dans mon livre, je parle de cette situation parce qu'il faut penser l'impensable aujourd'hui compte tenu du caractère extrêmement explosif de notre société et du monde très instable à l'extérieur. Et j'explique que le maintien de l'ordre, un moment ou à un autre, devient de l'action de guerre. Et à ce moment-là, il y a un passage en compte de la situation entre les forces de sécurité intérieure et l'armée. Ça se passe comme ça dans tous les pays, et ces situations, ces scénarios doivent être étudiés, évidemment, anticipés. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ce n'est pas le métier des armées françaises d'intervenir sur le sol national, parce qu'à ce moment-là, c'est de la guerre civile. Évidemment. Il y a aussi la question de ces groupuscules violents, que ce soit à l'ultra-gauche, que ce soit à l'ultra-droite. Il y a eu une réunion à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Certains mouvements vont être dissous. Est-ce que il y a une résurgence, selon vous, de ces groupuscules entraînés qui s'en prennent aux autres en meute, comme toujours, dans notre pays? Et est-ce que là encore, c'est un manque d'autorité qui suscite cela? Je pense très sincèrement, je pense que notre société s'est amollie par la paix, et nous avons oublié que quand on commence à être trop démagogique, trop faible, eh bien on génère cette soif de radicalité. La jeunesse a toujours eu soif de radicalité. Il faut lui donner à boire des tripes, du cœur, des convictions, et non pas des idéologies. Sinon, elle part dans ses idéologies. Je l'ai toujours pensé. On donne à boire beaucoup trop d'intelligence, de normes, de processus, de lois, de techniques, de finances, de bien-être, de 35 heures, mais pas assez de cœur, de tripes, de gloire, d'honneur, de patrie. C'est ça qu'ils attendent, les jeunes. Sinon, ils vont partir dans des directions radicales et qui sont opposées à ce que l'on cherche. Naïma M. Fadel, je pense que ça résonne à vos oreilles. Oui, ça résonne, et justement j'avais une question à vous poser générale, c'est que est-ce que vous pensez que justement l'erreur qui a été faite, c'est de supprimer le service militaire qui pouvait canaliser cette radicalité en premier, et aussi permettre de faire une unité de la nation. Vous parlez beaucoup dans votre livre, et j'ai beaucoup aimé ce passage de réarmement. Et moi, je le vois aussi dans le fait d'avoir cet objectif d'unité de la nation et de l'appartenance commune, quelles que soient nos origines, et de la citoyenneté et de la patrie.
Oui, moi, si vous voulez, mon objectif, c'est l'unité nationale. Parce que j'ai été formé par mes 43 années dans l'armée. Dans l'armée, on prend tous ceux qui arrivent et on en fait des jeunes unis au service d'une mission, la protection de la France et des Français. Et la France est au-dessus de nous. La France n'est pas un marchepied pour pouvoir avancer notre ego. Non, la France est au-dessus de nous. Ces jeunes, on arrive à les mettre ensemble dans leur diversité. C'est ça qui m'intéresse. Mon livre de chevet, c'est le rôle social de l'officier, de Lyotet, l'officier éducateur de la nation. Alors, je pense qu'après coup, on peut dire que ça a été une faute politique de supprimer le service national, en tout cas de le suspendre. Il fallait professionnaliser les armées. Là n'est pas la question. On ne pouvait pas garder ce système. On l'avait vu avec la guerre du Golfe. Et notre armée doit être opérationnelle, susceptible d'être projetée, de nous protéger efficacement. Ce n'était pas possible avec une armée de conscrits. Mais il fallait modifier ce service national en le rendant universel, garçon-fille, 800 000 jeunes d'une classe d'âge, et égalitaire, puisque déjà 50% à peu près des garçons ne faisaient pas leur service. Et il fallait trouver cette formule. Alors évidemment, il fallait faire simultanément l'armée professionnelle et ça coûtait beaucoup plus cher et c'était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus impopulaire. On n'a pas voulu faire ce choix. D'ailleurs, les chefs militaires de l'époque, eux, se sont souciés d'abord de l'armée professionnelle. C'était leur premier souci et c'était légitime. Maintenant, un moment ou un autre, et il faudrait le faire, à mon avis, en accéléré. Il faut se soucier du creuset national et de cette cohésion nationale. Encore une fois, les fractures sont très profondes. Fractures géographiques, fractures territoriales, fractures sociales, fractures intergénérationnelles. Nous ne sommes plus une nation capable de se soulever pour se défendre au service d'une patrie, la terre des pères. Ce discours n'est plus enseigné. Il faut le faire dans notre éducation nationale, dans notre société, par nos différents responsables et aussi dans nos familles, et encourager ces familles à le faire. Pendant longtemps, le mot patrie, le mot drapeau, la France, même la France, c'était des mots cadenassés, capturés. On était quelqu'un d'extrémiste lorsqu'on parlait de la France. Un jour, un sous-officier m'a dit, on était au fin fond de l'Afrique, le soir, on prenait une bière ensemble, il me dit, mon général, quand est-ce que je pourrais parler de la France sans être accusé d'être un extrémiste? Moi, je me bats pour la France ici. Quelqu'un des forces spéciales qui, effectivement, prenait des risques pour la France. Je lui ai dit, vous pouvez le faire. Au contraire. Quelques mois après, il y a eu les attentats et le Premier ministre, M. Valls, avait dit que les Français mettent leur drapeau français sur le balcon de leur maison. Nous ne céderons pas devant le terrorisme. Quelques mois après, j'ai revu ce sous-officier. Je lui ai dit, vous voyez, ça y est. Ça se fait naturellement. Non seulement vous êtes en droit de le faire, il faut le faire. Donc, cette époque qui est difficile, qui est inquiétante, elle est aussi source d'espérance parce que nous pouvons enfin retrouver ces valeurs que nous avions perdues. Et les événements vont nous obliger à le faire. Peut-être. Général Pierre de Villiers, une question de François Pupponi. Oui, vous avez dit que les puissances fortes qui nous entourent vont s'attaquer en premier aux faibles de l'intérieur. Comment vous réagissez? On voit comment les Russes parlent de nous, et comment vous réagissez aux rapports américains qui disent est-ce que nos alliés européens de l'OTAN seront encore nos alliés dans 10, 15, 20 ans? Oui, les Américains, on le sent bien. Je l'avais senti dès Obama, mais Brzezinski sous Carter avait déjà amorcé l'America First. Et ce virage vers le Pacifique, sachant que leur adversaire principal, c'est maintenant la Chine, et qu'ils estiment que l'Europe n'a qu'à se prendre en main, n'a qu'à arrêter de désarmer et régler ces problèmes de ses forces morales, puisqu'ils estiment que nos sociétés ne tiennent plus debout. Eh bien, ce mouvement, c'est un mouvement de long terme. Il va se poursuivre. Après Trump, j'en suis intimement persuadé. Donc, il est temps de se prendre en main et de réaliser que ce n'est pas une situation conjoncturelle que nous vivons à cause de Trump. C'est une situation structurelle et pour longtemps. Et il faut donc établir une stratégie, à partir de la situation actuelle, de coopération européenne et de réarmement de nos démocraties et de nos réarmements de nos armées. Mais en accéléré. J'ai écrit ce livre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de rapports. Un excellent rapport que je cite en 2022, quelques jours avant le 24 février, de Jean-Louis Thiriot et Patricia Miralles,
de bord politique, donc un rapport qui explique pourquoi nous ne sommes pas capables de faire la guerre, le fameux combat de haute intensité. Il est temps de faire face à la situation que vous décrivez. Ce n'est pas nouveau. Et l'avantage de la période actuelle, c'est que ça s'est clarifié. Au moins, ils l'ont dit et ils le font. Bon, François de Rugy, une question à Pierre de Villiers. Et après, on parlera de l'Ukraine. Vous avez, tous les Français le savent, quitté la tête des armées en ayant protesté contre le manque de budget, en quelque sorte, attribué aux armées. Est-ce que vous considérez que vous avez un petit peu gagné a posteriori, si je puis dire, dans l'opinion et dans les décisions politiques, puisque quand même depuis plusieurs années maintenant, il y a eu des lois de programmation militaire avec des budgets plus importants. Même là, dans ce chaos parlementaire où il n'y a pas de majorité, il s'est quand même trouvé une très large majorité pour dire oui, il faut faire l'effort. Je crois que c'est 6 milliards de plus cette année 2026 pour les armées françaises. Donc est-ce que vous avez l'impression, peut-être pas que c'est suffisant, mais qu'au moins on prend le bon chemin de l'effort financier pour nos armées? Alors, Général de Villiers. Oui, modestement, je pense que ma démission a peut-être contribué à ce réarmement, mais je le trouve bien modeste, bien tardif, et beaucoup dans les paroles et pas assez dans les actes. Si vous prenez les 6,7 milliards qui sont promis pour cette année, on le sait d'ores et déjà, ils ne seront pas dépensés parce qu'ils sont trop tardivement engagés. Donc, c'est une forme d'arnaque, cette affaire. Pendant que nous, on dit 6,7 milliards, qui seront peut-être 4 milliards au mieux, sachant qu'on a déjà 8 milliards de report de charges, c'est-à-dire de dette en quelque sorte vis-à-vis des industriels, les Allemands parlent... On ne paye pas nos factures, pour être très clair. On ne paye pas nos factures. On ne paye pas les factures aux industriels. Les expliquent qu'eux, ils veulent bien coopérer, mais bon, il faut être payé. Alors, bon, chacun a ses torts dans l'affaire. Néanmoins, je constate que l'État, dans la période actuelle, parle beaucoup, ne fait pas assez. Quand vous regardez les Allemands ou les Polonais, ils parlent peut-être moins, mais eux, ils y vont. Et si nous continuons, dans 10 ans, nous ne serons plus la première armée en Europe. Et ça aura des conséquences stratégiques pour la France et pour les Français, y compris au plan économique.